Au cours des 5 dernières années, j'ai recruté plus de 50 personnes dans mes entreprises et j'ai fait de nombreuses erreurs qui m'ont coûté des dizaines voire des centaines de milliers d'euros. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous partager toutes ces erreurs pour que vous puissiez éviter de les faire et surtout pour que vous puissiez recruter les meilleurs talents dans votre équipe pour avoir votre entreprise qui pourra grandir sans que vous ayez besoin de tout faire. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Léo Bourgoin. Aujourd'hui, je gère un groupe de plus de 5 entreprises qui génèrent plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les meilleures pratiques pour recruter des talents dans votre entreprise. La première erreur, c'est d'oublier qu'en fait, recruter, c'est de se vendre. On a toujours l'habitude de faire du marketing pour trouver des clients, mais on oublie d'avoir un marketing pour faire de l'acquisition de talents. Le problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils vont avoir tendance à juste faire des annonces. Ça peut être une story Instagram en disant « Hey, je recrute une assistante, envoyez-moi un DM ou envoyez-moi une candidature par mail avec juste un CV et une lettre de motivation déjà toute faite. » Sauf que le problème, c'est qu'on va attirer beaucoup de personnes qui ont vraiment besoin de travailler, mais ceux qui sont vraiment performants n'auront pas forcément de raison suffisante de venir chez toi. Et c'est eux qu'on veut aller chercher. En quoi t'attires que les moins bons du coup? Quand je fais un processus de vente, je vais faire des efforts pour être sexy, pour donner envie de venir vers moi. Et en fait, il faut faire la même chose quand je veux recruter des gens. J'ai envie de te dire, recruter un tocard, c'est très facile. Parce qu'il a besoin de travailler, il a besoin d'argent, il a besoin de quelque chose. Les hommes et les femmes les plus fabuleux au monde, soit ils sont déjà en couple, ou soit ils sont célibataires, mais pas pour très longtemps. Et juste une annonce comme ça, à la volée, ça donne pas forcément envie de venir vers toi. Donc les entrepreneurs, ils font plus d'efforts pour vendre, mais ils en font pas pour recruter. Le problème, c'est que les entrepreneurs vont faire beaucoup trop d'efforts pour se vendre et pas assez pour recruter. Ce qui fait qu'ils se retrouvent à tout devoir faire dans leur entreprise parce qu'ils n'ont pas de personnes suffisamment compétentes. Et ils finissent même découragés avec, par exemple, des commerciaux qui sont jamais assez bons, qui ont trop de turnover, avec des personnes qui vont s'occuper des clients mais de la mauvaise façon, qui fait qu'il y aura trop de départs ou des avis vraiment négatifs. Ils se retrouvent même à avoir une entreprise dans laquelle ils font tout, ils s'épuisent. Et une entreprise même qui les inspire plus parce que justement les résultats sont pas au rendez-vous. Si toi, tu as négligé ton recrutement et que du coup, tu n'as que des profils tocards, en quoi ça peut faire fuir le jour où tu trouves un bon, il arrive dans ta boîte? Je sais pas si c'est un truc que tu as observé. Le problème aussi, si tu fais mal ton recrutement, tu as les mauvaises personnes dans ton équipe, le jour où tu as un vrai top player qui vient dans ton entreprise, il va se retrouver dans une équipe avec des personnes avec qui il n'a pas envie de travailler, qui vont pas assez vite, qui sont pas assez bons, et ça va juste pas lui donner envie de rester. Tu as eu peut-être de la chance qui fait que tu as accueilli une nouvelle personne vraiment performante dans ton équipe, mais qui restera pas du tout parce qu'elle n'est pas dans la bonne équipe. Tu vois, je pense que les meilleurs footballeurs au monde ont besoin de venir dans un club génial, qui donne envie de venir chez lui, dans une équipe où il y a aussi des top players avec eux. Est-ce qu'il peut y avoir un peu aussi cette croyance côté entrepreneur que les gens vont venir à eux tout seuls et qu'ils recrutent, c'est un dû limite d'avoir des bonnes candidatures? J'ai l'impression que les recruteurs font un peu leur recrutement comme quand on est à Pôle emploi, où ils pensent qu'il va y avoir la queue devant chez toi pour venir dans ta boîte. Sauf que ceux qui font la queue devant Pôle emploi, j'ai pas envie de leur parler moi. J'ai pas envie de les avoir dans mon entreprise. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie différence entre savoir vraiment faire du recrutement et aller chasser des talents. Si aujourd'hui il y a des boîtes de recrutement qui existent et qui facturent des dizaines de milliers d'euros par recrutement, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait ça peut aussi coûter très très cher un mauvais recrutement. C'est quoi les bonnes pratiques pour du coup passer de je fais mon recrutement un peu à l'arrache entre guillemets à je me rends vraiment attractif pour un candidat quoi? Un bon recrutement, c'est un peu comme quand tu vas faire un tunnel d'acquisition de clients. Là, on va faire un tunnel d'acquisition de talents en donnant envie avec un cadre ultra clair sur le rôle et la vision pour ce rôle que la personne va avoir, pour que le futur recruté dans ton équipe puisse se projeter sur tout ce qu'elle va vivre avec toi, ce qu'elle va vivre dans l'entreprise, ce qu'elle va pouvoir construire, apprendre et devenir elle aussi. Un truc qui peut être vraiment intéressant, c'est de montrer aussi ton environnement de travail. Est-ce que c'est complètement en remote ou est-ce que c'est en présentiel? Par exemple, moi j'ai des beaux bureaux à Grenoble et je vais leur montrer un petit peu les bureaux. Je vais aussi mettre des vidéos de témoignages de personnes qui travaillent avec moi. On met des témoignages de nos clients, c'est important de mettre des témoignages de personnes avec qui tu travailles pour donner aussi envie et se dire ouais, en fait c'est génial, j'aimerais trop être dans cette entreprise. Avoir un cadre très clair sur les objectifs, les tâches à réaliser, le profil idéal et en étant aussi très précis sur ce que tu attends. Tu peux pas juste dire je veux que tu sois rigoureux et attentif aux détails. Il faut que tu expliques c'est quoi pour toi la rigueur, c'est quoi l'attention aux détails pour que la personne sache exactement ok ça c'est pour moi. C'est vraiment un truc sur lequel je peux me projeter. Toi, concrètement, tu fais une landing page avec une offre, un peu comme on pourrait imaginer une offre marketing, des témoignages, etc. Ouais, le but, c'est vraiment de faire une page de recrutement qui vient présenter tout ça, montrer vraiment les bénéfices au fait de travailler chez toi et de pouvoir créer une offre
en fait vraiment sexy que les gens auraient vraiment envie d'accepter et se dire ouais mais c'est trop une bonne opportunité de venir travailler chez toi. Et c'est pour ça que c'est important aussi même d'interroger les meilleures personnes que tu connais. Moi à chaque fois que je vais recruter, je me demande ok si là récemment j'ai recruté une community manager, je me dis mais c'est qui la meilleure community manager que je connaisse? Et je vais lui parler, lui demander à elle c'est qui la meilleure community manager que tu connais, etc. Pour avoir les meilleures personnes et leur demander qu'est-ce qui te donnerait envie de travailler dans une entreprise, qu'est-ce qui te donnerait même envie de tout quitter pour travailler à 100% dans une nouvelle entreprise et pour ensuite se dire comment est-ce que je peux composer cette offre-là, comment est-ce que je peux composer ce cadre de travail dans lequel la personne aura envie de s'épanouir. Comment t'envoies du trafic sur cette page après? Maintenant qu'on a notre page de recrutement, le but c'est d'amener un maximum de personnes dessus pour leur donner envie de candidater. Donc pour ça, je vais utiliser tous les canaux. Déjà, tout ton réseau perso, les gens que tu connais, etc. C'est là que tu vas souvent avoir des personnes vraiment recommandées et recommandables. Tes réseaux sociaux perso, sur LinkedIn, et on va aussi promouvoir certaines annonces. Tu peux le faire sur des sites de recrutement, même comme Indeed ou même Pôle emploi. Des fois, on n'est jamais à l'abri d'avoir des bonnes candidatures. Ce que je fais régulièrement, c'est des annonces payantes, des offres d'emploi payantes sur LinkedIn. En général, ça va être 80 € par jour. Certains vont se dire c'est un peu cher quand même. Et franchement, sur une session d'une semaine, ça va te coûter peut-être 500 balles, mais je serais prêt à payer même 10 fois plus s'il faut pour recruter vraiment une très bonne personne dans mon entreprise. Et autre chose que j'ai mis en place aussi, c'est de la publicité, Meta Ads. Comme on le fait dans le marketing, et en fait, on va le faire aussi sur du recrutement. L'avantage, qu'on peut même cibler certaines villes si tu recrutes en local, ou alors le faire sur toute la France si tu recherches quelqu'un en remote. Parce que l'avantage quand tu recrutes en remote, c'est que tu ne passes pas des talents à moins de 20 km de chez toi. Donc là, faire de la pub, clairement en montrant les bénéfices de travailler chez toi, en mettant des annonces et pas hésiter à mettre du budget. Parce que vraiment, ça coûte trop cher un mauvais recrutement et ça peut te faire gagner énormément d'argent. Une personne qui travaille très bien avec toi. Je crois que les gens ne se rendent pas compte du coût que ça va avoir d'avoir une mauvaise personne dans son équipe. Et pas juste financier, en termes de temps, d'énergie. Souvent, tu vas démarrer, par exemple, avec une personne où tu vas passer beaucoup de temps avec elle pour l'aider, pour lui faire prendre ses marques, qu'elle puisse être compétente, comprendre le système de ton entreprise, commencer à être performante. Ensuite, il va falloir lui faire des feedbacks pour la rendre autonome, aller plus loin, etc. Donc ça prend de l'énergie. Et je pense que si tu as une personne qui est mauvaise, qu'il faut que tu remplaces encore dans 6 mois, où tu as pris tout ce temps-là pour la former, que tu l'as payé pendant 6 mois, tu dois recommencer de zéro, le coût est beaucoup trop cher. Parce que pendant ce temps-là, tu te mets à la former, tu ne crées pas plus de valeur dans ton entreprise, et ça peut faire trop mal à ton entreprise et à toi-même. Et je pense qu'au bout de 3 recrutements où tu es épuisé, tu en as marre, tu n'as plus le temps de faire tout ça. Alors que mettre ce système en place, d'une, ça peut aussi se déléguer, et peut-être de prendre 10 heures pour le mettre en place au début, au moins c'est fait, et ça peut se dupliquer. Ça nous amène du coup peut-être à une deuxième erreur qui est tout faire à la main et réinventer la roue à chaque fois. Aujourd'hui, là, si tu dois lancer un nouveau recrutement, quel effort ça représente pour toi? Aujourd'hui, si je dois lancer un nouveau recrutement, je pense que ça me prend même pas une demi-heure parce que la page est déjà prête. J'ai juste à la modifier en prenant compte du rôle que je dois recruter. Ensuite, les gens ont juste à remplir un formulaire sur lequel je vais recueillir toutes les candidatures sur un logiciel. Et à partir de là, je vais pouvoir automatiser les réponses. Si le candidat est refusé, il va recevoir un mail automatique, bien qu'il soit personnalisé, pour lui dire que malgré, vous connaissez ce genre de mail, malgré les qualités, on ne travaillera pas ensemble. Lui proposer un premier rendez-vous et même faire des projets tests. Par exemple, si tu as un filmmaker ou un monteur vidéo, tu peux lui demander de faire un montage sur une certaine vidéo très rapide pour voir un petit peu comment ça marche. Et on peut même le rendre un petit peu ludique en leur disant que voilà, les 3 montages vidéo qu'on aura préférés, même si t'es pas pris, ils vont être rémunérés aussi pour ça, pour leur donner aussi envie de faire ce kilomètre supplémentaire. Comment tu préserves ton temps, toi, dans la construction du process du coup? Ce qu'on fait, c'est qu'on te demande déjà dans le formulaire de candidature des informations qui sont assez cruciales et qui fait qu'on peut très vite filtrer les gens. Tu peux pas prendre 10 personnes en entretien. Ce qu'on fait en général, c'est que le premier round, on va prendre jusqu'à 7 entretiens et ensuite 3 personnes en entretien sur le second round d'entretien. Et ça peut être fait par quelqu'un d'autre de l'entreprise sur le premier round potentiellement. Donc on reçoit toutes les candidatures. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande une vidéo où la personne peut se présenter, exprimer un petit peu des challenges qu'elle a pu rencontrer, etc. Et là-dessus, on voit souvent dans la façon de s'exprimer, dans ce qui va la gêner ou pas. Je prends un exemple. La dernière fois, je recrutais un commercial et il y a une fille qui candidate et qui m'explique que justement, dans son ancienne expérience, elle devait vendre un sac à main et puis souvent les commerciaux collègues qu'elle avait étaient des personnes qui étaient trop pushy sur la vente et on lui demandait des fois d'aller faire l'effort d'aller vendre et elle n'aime pas du tout ça. Elle veut pas vendre, elle veut juste prendre soin des clients, etc. Et qu'elle fait pas ça pour l'argent, elle fait ça parce que ça lui fait plaisir de prendre soin des gens. Red flag, un commercial qui aime pas l'argent, qui va te payer la performance et surtout si tu as un problème avec l'argent et que tu as passé ta journée à demander de l'argent à des gens, ça va être compliqué. Si tu me dis que t'aimes pas vendre, que t'as l'impression d'être tout le temps poussé,
pushy, pour nous c'est pas ok. Ça rentre pas dans la culture. Mais du coup, j'ai vu ça tout de suite, forcément je l'ai écarté de notre process de recrutement. Donc déjà d'avoir suffisamment d'informations qui peuvent te permettre de prendre des décisions. Ceux par exemple qui répondent à moitié au formulaire, tu peux tout de suite les dégager et tu peux quand même gagner du temps là-dessus. Maintenant, oui, ça prend du temps. J'ai moi-même fait une erreur, d'ailleurs le mois dernier. J'ai lancé 3 recrutements en même temps. Un commercial, une community manager et un chef de projet pour une autre boîte. Sauf que devoir faire tous les entretiens en même temps, gérer un petit peu les candidatures et pouvoir répondre à temps, ça c'est très très important parce que ceux qui sont vraiment bons, ils vont avoir du travail très vite. Alors si tu attends 3 semaines avant de répondre à leur candidature et qu'ils étaient en recherche à ce moment-là, ils sont déjà plus dispo. Donc il faut être très réactif et donner les réponses très vite. C'est comme un client très très chaud. Un candidat qui est vraiment très bon, il va répondre à 4 annonces, tout le monde va lui sauter dessus. C'est comme un client qui est là, prêt, il a envie de se faire accompagner, il sait juste par quel moyen est-ce que ça va être, mais il est déjà prêt à payer quoi. Donc il faut aller très vite et proposer la meilleure offre. En quoi c'est une connerie pour toi de recruter quand tu es au pied du mur? Ouais, un gros problème c'est de recruter quand on est dans l'urgence parce qu'on n'aura pas suffisamment le temps de faire tout un bon process de recrutement. En général, quand on est dans l'urgence, on va aussi mal accueillir la personne qu'on va recruter. C'est-à-dire qu'on va tout de suite lui donner trop de tâches avec un cadre qui sera pas suffisamment clair, avec un onboarding pas suffisamment bien fait pour qu'il comprenne la culture de l'entreprise, ses responsabilités. Et puis, quand je recrute dans l'urgence, je suis dans un état émotionnel à il me faut tout de suite quelqu'un. Et du coup, je vais pas faire ce parallèle-là, mais tout le monde a compris. Je vais prendre quelqu'un par défaut plutôt que quelqu'un que j'ai vraiment choisi. En fait, j'ai pas envie de prendre la moins pire, j'ai envie de prendre la meilleure. Quand je fais un très bon process de recrutement, d'ailleurs, si demain j'ai plusieurs commerciaux et que je vais recruter un responsable des ventes, je me dis, il y a peut-être une personne de mon équipe que je pourrais faire monter en niveau et devenir responsable des ventes. Ça peut être très cohérent. Mais je vais toujours et quand même faire passer un processus de recrutement parce que je suis pas à l'abri d'avoir une pépite et quelqu'un qui peut être encore meilleur. Et ça peut être très bien parfois aussi de faire ça. Et aussi pour une autre chose, c'est que si je fais ça, j'ai pas d'autres candidatures, j'ai pas de quoi comparer. Et si demain ça se passe moins bien, j'ai personne que je peux aussi contacter, j'ai personne sur liste d'attente. Et sur des rôles des fois avec du turnover comme des commerciaux par exemple, quelqu'un qui fait plus l'affaire, et en fait il faut vite le remplacer. Si j'ai déjà une pipeline de centaines de candidatures et même dans cette pipeline je peux relancer justement de l'appel d'offres, et là ça me permettra d'aller beaucoup plus vite. Et aussi en tant que manager, je serai beaucoup plus serein de me dire que en fait si cette personne part, c'est pas grave parce que j'en ai une dizaine qui attendent et qui sont bons. Et du coup ça me permet de pouvoir le manager avec quelque chose de beaucoup plus sain que non il faut à tout prix de le manipuler pour qu'il reste ou de le pousser pour qu'il soit un peu plus performant parce que je sais pas trop comment faire autrement. Donc en fait le recrutement c'est pas important juste pour avoir des personnes à un instant T, c'est important pour tout le long du développement de ta boîte. Moi j'ai certains rôles dans l'entreprise où le recrutement est toujours ouvert. Déjà je trouve ça intéressant même que l'équipe sache, ils le savent tous, que leur poste est toujours ouvert. Alors je veux pas créer de la peur, etc. Mais je suis toujours ouvert à différentes propositions, à des personnes qui ont envie de candidater de façon spontanée. Donc ça pour moi c'est vraiment important. Et aussi parce que ça permet d'avoir aussi des candidatures petit à petit qui peuvent s'alimenter. Le recrutement, c'est un espèce d'état d'esprit qu'on doit avoir en tant qu'entrepreneur. Je suis un peu tout le temps en recrutement. Même si j'ai pas de besoin, je vais rencontrer des gens, je vais parler à d'autres entrepreneurs qui ont déjà travaillé avec quelqu'un, etc. Je vais prendre le contact, je vais échanger avec ces personnes-là et toujours prendre de l'avance. Même si je sais que peut-être dans un an, j'aurai peut-être un CMO à recruter sur l'ensemble de mon groupe, je vais commencer à y penser maintenant et dès maintenant, j'ai des idées de personnes, soit qui pourraient connaître la bonne personne ou soit qui pourraient être cette bonne personne. Quelle place a pour toi la chasse là-dedans? C'est-à-dire j'attends pas qu'on vienne à moi, mais je vais être proactif, débaucher ou que sais-je. Autre chose qu'on fait pas assez quand on va recruter, c'est de chasser, d'aller chercher les candidats qui n'auraient pas forcément postulé pour soit les débaucher, ça existe, il y a des métiers de chasseur de tête, de recruteur. J'ai un ami qui a une entreprise de recrutement et il recrute des vétérinaires, il va chasser des vétérinaires qui sont déjà en poste ou qui sortent de l'école ou qui sont disponibles pour les placer dans des cliniques. Moi c'est pareil avec mon entreprise, il faut que j'aille en chasser. On peut en trouver sur LinkedIn, dans votre réseau personnel. Des fois, alors je déteste les espèces de réunions de réseautage type BNI ou tous ces trucs abominables là. Mais en vrai, il y a peut-être toujours quelqu'un qui connaît une bonne personne, qui pourrait travailler avec toi, etc. Alors, faut bien choisir ce genre de réseau. Surtout si on recrute en présentiel, ça peut être intéressant. Avoir des contacts avec des écoles, quand on peut être amené à rechercher des profils juniors, donc qui n'ont pas forcément d'expérience. Ça peut être bien aussi pour plein de choses. Ça coûte un peu moins cher. S'il est bon, il est intelligent et il va vite, on pourra le fermer et ça peut créer quelqu'un de très loyal envers l'entreprise et qui peut être très bon par la suite et qui sait faire plein de choses. Donc ça peut avoir du sens de chasser aussi dans ce sens-là. Vraiment pour moi, la meilleure chasse, c'est juste qui est le meilleur que je connaisse et demander à cette personne qu'est-ce qui l'inspirait pour me rejoindre
et lui demander aussi qui est le meilleur qu'il connaît, etc., etc. Un truc qui m'avait beaucoup aidé à chasser des talents, c'est de contacter des personnes, pas à leur demander est-ce que tu es dispo pour travailler, parce qu'ils vont me dire non et tu n'auras pas forcément de temps d'échange. Leur dire que tu admires ce qu'ils font en tant que professionnels qu'ils sont. Est-ce qu'ils seraient ouverts à un temps d'échange de peut-être 15 minutes, juste pour savoir aujourd'hui comment recruter un très bon profil comme eux et voir comment est-ce qu'ils pourraient peut-être même t'aider à trouver la bonne personne, parce que j'aimerais trouver une personne comme lui, tu vois. La personne a l'impression d'aider, de contribuer à quelque chose, plutôt que de juste se faire débaucher, ça marche mieux pour avoir un temps d'échange et puis c'est super utile pour toi. J'ai recruté quelqu'un comme ça. À la base, juste un entretien pour savoir, ça m'intéresserait de savoir comment une superbe personne, un super professionnel comme toi pourrait éventuellement venir dans mon entreprise. Je sais que tu n'es pas dispo, mais ça m'intéresserait d'en discuter avec toi et j'ai travaillé pendant un an avec elle. C'est quoi pour toi la pire erreur que tu puisses faire sur l'entretien ou que tu as faite par le passé et que c'est parti en vrille? J'ai accompagné pas mal d'entrepreneurs dans leur recrutement et j'ai souvent écouté des entretiens. Une des erreurs qui va être assez fréquente, c'est de poser pour moi des questions qui amènent du mensonge. Question toute bête, si je te demande ok, est-ce que tu es prête à t'investir pleinement dans l'entreprise? Bien évidemment que la personne va te dire oui. Elle va pas te dire bah non, je m'en fous de ta boîte. C'est évident. Est-ce que tu es motivé? Bah oui. Ou les questions bêtes de RH du genre donne-moi deux qualités, deux défauts que tu as. Oui, mon défaut c'est que je suis généreux et que je suis perfectionniste. C'est bon, on les connaît. Ça en fait, ça nous dit pas qui elle est vraiment. Donc ce qui peut être intéressant, c'est déjà d'être ultra clair sur c'est quoi les trucs indispensables que j'attends de cette personne-là, donc les green flags, et c'est quoi les trucs que je veux surtout pas vivre et que je veux surtout pas qu'elle soit ou qu'elle fasse, les red flags. Et quand j'ai identifié ça, ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre, ok, c'est quoi les trucs importants dans sa vie à cette personne. Et je vais donner un exemple. Une personne que j'ai recrutée il y a quelques années, il faisait du handball et il adorait faire ça, il était investi dans son club, etc. Donc en fait, je vais lui parler de quelque chose qui lui plaît et je vais le challenger et lui demander de me raconter un moment, un challenge qu'il a rencontré dans le handball et la gestion de son club, etc. où il a dû faire preuve de truc qui est important pour moi. Donc le trait de caractère précisément qui va être important. Par exemple, je sais pas, ce serait quoi? Rigueur Par exemple, moi ce que je veux, c'est que quelqu'un soit coachable et du coup qu'il demande de l'aide quand il est challengé par une tâche ou par un projet qu'il a à mener. J'ai pas envie qu'il reste dans son coin et qu'il aille faire un truc juste parce qu'il faut pas qu'il demande ou qu'il ait la fierté de je l'ai fait tout seul. Non, pour moi ça c'est pas ok parce qu'il va trop perdre de temps, d'énergie et moi je vais perdre de l'argent aussi après derrière. Donc est-ce qu'il va demander de l'aide? Donc je vais lui demander, raconte-moi un moment où tu as eu un challenge où tu savais pas forcément comment faire pour le résoudre et qu'est-ce que tu as fait? Et là il m'a expliqué qu'il avait eu un conflit avec des joueurs et qu'il en a tout de suite parlé justement à son président et à un autre coach parce qu'en fait il savait pas forcément comment le gérer et que ça lui a permis de bien gérer ce conflit-là parce qu'ils étaient plusieurs et ils ont pu ensemble trouver une solution. Ça pour moi c'est un vrai green flag. Alors que s'il me dit non moi je veux toujours faire tout seul, je suis autodidacte, ça c'est un gros mot en général, ça aurait pas été bon. Et puis c'est plus difficile de mentir à ce moment-là parce qu'il sait pas forcément ce que j'attends, il sait pas quelle est la bonne réponse. Je lui demande juste une situation où je peux observer quelque chose d'intéressant derrière. Donc là la mauvaise question ça aurait été quoi du coup? La mauvaise question là ça aurait été quand t'as un problème, est-ce que tu restes dans ton coin ou est-ce que tu demandes de l'aide? Soit il va me dire je reste dans mon coin mais il va le nuancer pour faire quelque chose de joli parce que là lui aussi il est là pour se vendre à ce moment-là. Ou alors il va te dire poliment qu'il demande de l'aide pour te faire plaisir. Et après tu vas te retrouver comme plein d'entrepreneurs à dire au bout de 3 mois, oui mais attends, finalement il est pas bien, c'est bien différent qu'à l'entretien, hein. Bah oui, parce qu'en fait il t'a menti à l'entretien. Mais en fait il t'a menti, il a eu raison de te mentir, parce qu'il voulait le poste et puis il s'est dit que c'est bon, ça irait bien, ça va bien marcher, et que des fois les gens croient qu'ils sont rigoureux alors qu'ils le sont que dans certaines situations, et que toi t'as pas été assez bon pour repérer comment est-ce que tu peux rendre cette personne-là rigoureuse, et voilà en fait. Donc ça c'est pour le côté toi jauger la personne, et après pour le côté toi séduire la personne entre guillemets, lui donner envie de bosser chez toi. Comment tu gères cette partie-là? Moi, ce qui va être aussi important à l'entretien, ok, je sais que c'est la personne avec qui j'ai envie de travailler. Maintenant, comment lui donner envie de travailler avec moi? Première chose pour moi, ça va être de comprendre qu'est-ce qu'elle veut nourrir vraiment elle personnellement. Qu'est-ce qui est important pour elle? Donc, il y a les hautes priorités de sa vie. Ça peut être très clairement, je sais pas, sa famille, ses enfants, son activité physique, son sport, elle veut faire ça. Et sa carrière. Des fois, il y en a un qui est en premier par rapport à l'autre. Et c'est pas grave si la carrière et le développement professionnel d'une personne n'est pas en numéro 1. Ça faut arrêter d'avoir le fantasme que elle a envie de tout donner dans ton entreprise. Non, elle a peut-être bien raison. Et je pense que d'avoir des gens qui sont pas ambitieux, c'est très bien aussi. Parce que notre entreprise, elle a besoin aussi de gérer des choses au quotidien. Et quelqu'un qui n'est pas ambitieux, il sera très consistant à faire les choses. La routine, c'est parfait. Donc déjà, juste comprendre ce qui est important pour elle. Et en fait, juste de faire le croisement entre qu'est-ce que moi je peux proposer dans mon offre et comment aussi est-ce que je peux l'adapter. Parce que le rôle n'est pas forcément figé. Peut-être qu'il y a une personne qui peut faire 90% de façon très très bien ce que
tu attends de cette personne-là, et peut-être 10% qui finalement, ok, ça je peux peut-être le déléguer à un autre, et qui fait qu'elle sera pleinement inspirée et pleinement dans le bon rôle pour elle. Donc comprendre ce qui est important pour elle, ce sur quoi elle va être vraiment efficace et ce qu'elle aime vraiment faire. Pourquoi? Parce que oui, des fois, on ne peut pas toujours faire ce qu'on aime, j'entends, mais tu seras toujours plus passionné, motivé, tu auras envie de te dépasser et de progresser quand ça te plaît vraiment. Donc c'est important quand même de le savoir. Et le but, ce serait de proposer une offre qui vient correspondre à ça et de lui vendre, entre guillemets, l'idée qu'en rejoignant ton équipe, elle va pouvoir nourrir le truc qui est important pour elle en numéro 1, en numéro 2 et en numéro 3. Autre chose aussi, là on parle beaucoup d'inspiration et de quelque chose qui aurait du sens, mais quelque chose qui serait très important, c'est pas oublier la partie financière. Parce que des fois on va dire oui, moi je suis là pour la mission, etc. Non, les gens sont là aussi pour l'argent, et même beaucoup pour l'argent. Pendant les Jeux Olympiques, on sait tous que la RATP et les conducteurs de métro font beaucoup de grèves. Pendant les JO, pour éviter les grèves pour des raisons logistiques, ils ont payé double les conducteurs de métro. Il y a eu 0 grève. J'étais très content, il n'y a pas de souci. Donc je dis pas qu'il faut payer double les gens pour qu'ils aient envie de travailler, il y a d'autres choses aussi. Mais d'avoir quand même un système de rémunération où la personne se sent quand même chanceuse. Si la personne demande un niveau de rémunération, voir ok, est-ce qu'elle les vaut théoriquement. Pour ça, je me demande, ok, si je viens payer cette personne, admettons 4 000 €, que ça coûte à mon entreprise 4 000 €, est-ce qu'elle pourra me rapporter théoriquement x4? Pour un commercial, c'est assez facile, mais il y a quelque chose qui m'a aidé aussi à le comprendre pour d'autres rôles, comme par exemple une assistante ou une community manager. Un commercial, il fait des ventes, ok, s'il a fait 10 000 € de ventes ce mois-ci et qu'il te coûte 2 500, ok, il est rentable. Ça, on le sait à l'instant T. Mais une community manager qui va utiliser tes réseaux sociaux, faire tes réseaux sociaux, on n'a pas toujours le ROI tout de suite. C'est des fois quelque chose qui se construit sur le long terme. Donc je vais me poser la question, cette personne-là, je vais la payer 2 500 € par mois. Sur 2 ans, ça va me coûter 60 000 €. Ok, si je prends l'effet cumulé de tout ce qu'elle va faire pendant 2 ans, sa progression, et qu'elle continue d'avancer, etc., et que tout vient se cumuler, est-ce que ça vaut les 60 000? Franchement, oui, largement. Donc je peux me permettre de payer cette personne-là ce montant-là. Donc c'est important des fois de regarder aussi long terme. C'est aussi pour ça qu'on parle souvent de salaire annuel, parce que la personne, elle n'est pas là juste pour être payée au mois en fait. C'est quoi les erreurs que tu as pu faire sur le démarrage d'une collab avec ta nouvelle recrue du coup? Une fois que j'ai recruté la personne, super, trop bien. L'erreur, c'est de penser que la personne sera tout de suite opérationnelle, qu'elle va tout de suite faire des merveilles. Non, elle a besoin d'un cadre. Au début, j'étais un peu gêné de donner un cadre aux personnes avec qui je travaille, parce que quand j'étais petit, pour moi, à l'école ou à la maison, quand on me donnait un cadre, c'était chiant, je me sentais pas libre. Et du coup, je me disais, si je donne un cadre à des personnes de mon équipe, ils vont pas avoir envie, ils seront pas libres, ils vont pas se sentir heureux de travailler. Sauf qu'en fait, c'est dans un cadre précis, en donnant de la liberté, dans ce cadre-là aux gens, qui vont se sentir d'ailleurs beaucoup plus libres, avoir beaucoup plus de possibilités, et ils en ont besoin pour pouvoir opérer dans leur rôle. Donc donner un cadre clair avec des objectifs ultra clairs, ça c'est hyper important, et on peut mettre des objectifs à 14 jours, 30 jours, 90 jours, pour qu'ils sachent exactement qu'est-ce qu'ils doivent aller chercher. Et ensuite, comment faire? C'est de voir avec eux aussi de quoi est-ce qu'ils vont avoir besoin en termes d'outils. Donc il faut qu'il y ait de la formation, il faut qu'il y ait toutes les informations liées à ton entreprise pour pouvoir vraiment bien opérer dans le rôle que tu attends de cette personne-là. Être au clair aussi sur la culture d'entreprise, les valeurs qu'on a dans l'entreprise. Et quand je parle de valeurs, je veux pas de trucs du genre oui, bienveillance, tolérance, éducation, etc. Ça, c'est des valeurs morales, c'est très bien, c'est mignon, ça fait bien devant la belle famille le dimanche midi. Sauf qu'il faut définir précisément c'est quoi pour toi cette valeur-là. Si tu as une valeur de, performance, comme plein d'entreprises vont te raconter, en fait, c'est quoi pour toi la performance? Comment est-ce que tu veux que ça se traduit? Par exemple, moi, je dirais que c'est faire le kilomètre supplémentaire et dans les deux sens, de façon réciproque. C'est quelque chose qui définit une de nos valeurs. C'est que j'attends que chaque personne de mon entreprise ne fasse pas juste ce qui est demandé et après c'est bon, je fais plus rien. On va toujours chercher à se dépasser et à progresser. Progresser, c'est quoi? C'est pouvoir apprendre quelque chose de nouveau et sentir que j'ai fait un petit kilomètre en plus chaque semaine, que ce soit par rapport à mon rôle ou dans ce que je sais faire, et que je puisse même le transmettre aussi à l'équipe. Il y a des choses qu'on va faire tous les mois. Par exemple, chaque personne de l'équipe va présenter le travail qu'elle a fait, le truc sur lequel elle a progressé, que ce soit dans sa vie personnelle ou professionnelle. Et ça, c'est réciproque. Je ne peux pas attendre d'une personne de mon équipe de faire le kilomètre supplémentaire, de faire quelque chose de plus pour moi, si moi, je ne suis pas prêt aussi à lui donner plus. Que ce soit en termes de ressources, même potentiellement financièrement, ou des avantages sur des horaires, ou peu importe quoi. Oui, je suis exigeant. Je suis d'accord que mon équipe et mes associés puissent être exigeants envers moi. D'ailleurs, à propos des valeurs, pour moi, on recrute sur les valeurs et on vire sur les valeurs. C'est vraiment le plus important parce que les valeurs, c'est un peu le code de conduite que je vais attendre. Il y a l'objectif, il y a les compétences de la personne. Moi, j'ai la croyance qu'on peut tout apprendre. Et d'ailleurs, que la motivation prime sur les compétences, surtout si on a un bon manager, un bon leader qui peut l'aider aussi à devenir meilleur. Parce que oui, le savoir-être, ça peut se transmettre et ça peut s'améliorer aussi. Mais le savoir-faire, oui, c'est facile.
de se former. Mais par contre, il faut qu'on ait les mêmes valeurs, la même vision commune. Ou en tout cas que nos visions puissent se croiser. De se dire, ok, toi, ton rêve, c'est ça. Pour moi, un recrutement, c'est ça. Je crois que c'est dans One Piece où en fait, je connais pas trop One Piece, mais le personnage principal, il a un bateau, il a envie d'aller à une destination avec son bateau, et ça, c'est son rêve. Et il a besoin d'avoir, par exemple, le meilleur cuisinier. Et en fait, comment il va faire pour le recruter? C'est lui dire, toi, le cuisinier, ton rêve, c'est de devenir le meilleur cuisinier du monde. En fait, c'est en venant sur mon bateau que tu vas devenir le meilleur cuisinier du monde. On a une vision qui est peut-être différente, mais elle peut se croiser. Parce qu'en fait, si on vient faire ce chemin ensemble, cette aventure ensemble, c'est comme ça que nous deux, on va réaliser notre rêve, et c'est le moyen le plus court et sûr de réaliser ce rêve-là en fait. Et si je peux faire percevoir ça à un candidat et ensuite, une fois qu'elle est arrivée, mettre toutes les conditions pour que ça puisse se réaliser, c'est là qu'on pourra faire des merveilles quoi. Clarté sur l'onboarding, c'est donner un pourquoi, une raison forte, donc mettre du sens dans un objectif, que l'objectif soit précis et mesurable et voir c'est quoi les KPI à suivre pour cette personne, pour mesurer l'efficience de cette personne-là et à partir de là, de voir dans le comment, les moyens, de quoi est-ce qu'elle aurait besoin, donc donner le cadre, donner les outils, la formation nécessaire et ensuite de faire des points réguliers. Très réguliers au début et petit à petit qui pourront s'espacer pour que la personne puisse prendre de l'autonomie dans son rôle tout en restant performant et progresser. Moi je vois le recrutement pas comme un processus fini une fois que la personne est arrivée dans ton entreprise, mais comme quelque chose que je dois faire en continu parce que je vais avoir des personnes qui vont partir parce qu'elles ont d'autres expériences à faire. Et un truc vraiment important, c'est de pas bannir le turnover. Souvent on va dire hey, dans cette entreprise il y a du turnover, c'est pas bien. Moi je pense que c'est très grave les boîtes où il y a des personnes qui sont là depuis 40 ans et qui s'empâtent et qui ne progressent plus depuis 40 ans. Moi je suis ravi d'avoir des personnes qui ont eu 2 ans d'expérience dans une boîte, 2 ans dans une suivante et de venir chez moi ensuite et peut-être que dans 2 ans elle sera plus là. Et pour ça il faut que je sois un bon recruteur et que je puisse vraiment créer le véhicule. Et pour ça c'est posez-vous la question, ok je veux cette personne extraordinaire chez moi. La question à se poser c'est qui est-ce que je dois devenir et qu'est-ce que je dois créer dans mon entreprise pour que ce top player ait qu'une envie, c'est de venir et de rester dans mon entreprise. Et justement, une de mes activités, c'est d'accompagner les entrepreneurs du sport, du bien-être et de la beauté à structurer leur activité, recruter une équipe, la rendre performante, autonome et épanouie pour que vous puissiez faire grandir votre entreprise sans que votre entreprise ait besoin de vous tous les jours. Donc si vous voulez qu'on voit votre stratégie de recrutement ensemble et voir comment je peux vous aider, je vous propose de réserver un rendez-vous avec moi, c'est gratuit. Ça vous concerne si vous avez déjà une activité qui tourne déjà, que vous savez déjà vous vendre, une offre qui fonctionne et que vous générez au moins 10 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois et que vous voulez justement structurer votre entreprise et votre équipe pour aller chercher soit beaucoup plus de croissance, pour aller générer jusqu'à plus de 100 000 euros tous les mois ou alors pour avoir beaucoup plus de temps avec une entreprise qui peut grandir sans vous. Le lien est dans la description.